pour voir effectivement de quoi il en retournera. Mais je pense que dans cette affaire, l'élément écossais pourra avoir des effets en termes de détricotage de l'unité politique de la Grande-Bretagne. Parce qu'on avait déjà vu les accros identitaires qui se sont manifestés lors du dernier référendum en Écosse. Dans les conditions nouvelles, s'il y a référendum, je crois que ça va consacrer l'indépendance de l'Écosse. Je pense qu'on aura des effets sur la structure politique de la Grande-Bretagne qui, à terme, risque peut-être de disparaître. Maître Emmanuel Sim. Oui, je partage tout cela. Je pense que M. Cameron a pris un pari risqué, inutilement risqué. En réalité, c'était pour des problèmes personnels. Cameron pensait qu'il va gagner le référendum et que donc sa politique va neutraliser la contestation dans le Parti conservateur. Et ça porte de popularité. Oui, parce qu'il pose une question, le Dr Moni vient de dire ça, il pose une question très simple. Mais les gens, eux, répondent à autre chose. Le débat a tourné finalement autour de l'immigration. Les gens disaient il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup de Noirs, il y a beaucoup de Polonais, on ne respecte plus ici, c'est notre pays, il faut qu'ils s'en aillent. They must go, ils doivent partir. Et du coup, on instrumentalise ce sentiment anti-étranger. Si quelqu'un ne travaille pas, on dit c'est parce qu'il y a des étrangers qui sont très nombreux, qui lui ont piqué sa place. Donc, je pense que c'était un pari absolument risqué que M. Cameron a pris et les conséquences sont celles qu'elles sont aujourd'hui. Mais je pense qu'il y aura également un pays très divisé. Le résultat du référendum était très serré. C'est-à-dire vraiment que ceux qui étaient pour la sortie sont presque autant nombreux que ceux qui voulaient rester. Quand un référendum est net, 80%, 90%, il y a un consensus pratiquement fait. Mais là, il y a deux Grande-Bretagne aujourd'hui. Et même puis il y a même des marches de soutien, des marches, des manifestations qui demandent qu'on revienne au résultat du référendum. On ne reviendra sûrement pas au résultat du référendum. Mais les Britanniques se disent, nous qui avions nos avantages avec l'Europe, qui avions des postes de travail à Paris, à Francfort et ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rentrer maintenant à Londres alors que les avantages, on les avait, et ainsi de suite. Même des Anglais se posent des questions aujourd'hui. Mais moi, ce qui me fait quand même sourire souvent, c'est que la Grande-Bretagne a une chance inouïe, c'est sa langue. La Grande-Bretagne va quitter l'Europe. Malheureusement, l'anglais restera une langue de travail parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'utiliser l'anglais. Pour qu'un Français parle en allemand, c'est en anglais. Pour qu'un Polonais parle à un Espagnol, à un Tchèque, c'est en anglais. Donc, c'est la chose la plus risible, c'est que l'Angleterre quitte l'Union européenne, ou la Grande-Bretagne, mais elle laisse quand même sa langue comme instrument de travail parce qu'il est impossible aujourd'hui, dans l'Union européenne, de ne pas utiliser la langue. Et je pense que peut-être ça montre bien que ces gens sont partis, mais il restera beaucoup de choses entre eux. J'ai dit, quand on était mariés, même si on divorce, au moins, on se rend visite parce que les enfants doivent être protégés. Observation d'abord. Je vois le docteur Emmanuel Wonieux préparer une réaction, mais voici une question qui devrait être en sous-main par rapport à cette réaction. Je vous laisse, oui, allez-y. Voilà un cas, au moment où l'Union européenne se construit, atteint même un certain degré de construction, il y a des ensembles régionaux, sous-régionaux en Afrique qui se construisent. Et la tête de pont, un ténor de l'Union européenne s'en va, brisant un peu la dynamique unitaire en Europe. Est-ce que cela peut avoir un effet boule de neige dans nos structures si fragiles en Afrique? Je voulais quand même relever deux petites choses avant de répondre à votre question. D'abord, savoir qu'on n'a pas encore assez mesuré le rôle des médias dans cette affaire-là, parce que les médias ont quand même joué un rôle très fort en focalisant sur cette question. Très fort, négatif ou positif? On dirait finalement peut-être négatif, parce qu'ils ont focalisé sur ces questions d'immigration et on n'a pas assez mesuré les éléments de contexte, parce que c'était un contexte quand même
d'euroscepticisme généralisé en Europe depuis un temps. On le voit en Italie, en France, on le voyait en Angleterre. Et pendant toutes ces campagnes, on a vu comment... Et puis, la question récente des migrants, la façon dont ça a été géré par un pays comme l'Allemagne, faisait peur à l'Angleterre et tout le reste. Je voulais quand même relever ces éléments avant de dire que... Bon, et puis, ce qui est étonnant et qui sera certainement réfléchi beaucoup de gens, c'est ceux qui ont mené cette bataille, les deux principaux meneurs de la bataille, ont fui. Dans l'histoire, je me suis rappelé comment on peut mener une bataille. Expliquez-vous davantage, docteur. Boris Johnson a démissionné le lendemain parce qu'il n'est pas capable de diriger le gouvernement. L'autre a démissionné parce qu'il a dit qu'il démissionnait parce que sa bataille est terminée. Il était dans le monde de la finance, je crois, et il retourne dans son monde de la finance. Il voulait seulement voir, son rêve, c'était de voir l'Angleterre sortir de l'Union européenne. Maintenant qu'il a fini, il ne veut plus rien du tout. Donc, les deux principaux meneurs de cette bataille, accompagnés par les médias, fuient au moment où ils ont le fruit de leur bataille. Ça, c'est jamais vu dans l'histoire du monde. Et c'est un paradoxe extraordinaire. Et je me suis demandé, j'ai vu un jour dans un grand journal, avons-nous encore des grands hommes? En fait, on se demande si ces hommes-là n'étaient pas... Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des hommes capables? C'est pour ça que quand on parle de Mme May, le docteur Onanguini le disait très bien, on attend de voir ce qu'elle peut. Si elle sera de la dimension de Margaret Thatcher, de celle de Churchill, ou alors elle sera de celle de Gorbatchev, celle qui a encourager la fin du Royaume-Uni, puisqu'il y a un risque de déflagration du Royaume-Uni. On va voir si elle sera de ce côté de Churchill, du côté de Mme Thatcher, comme un grand Premier ministre. Mais par rapport aux ensembles régionaux, je voulais dire que même en France, les partis de droite étaient pendant très longtemps anti-européens. Par réalisme, parce que le sens de l'histoire va dans la construction des grands ensembles. On a très bien vu comment la France s'est ralliée à cette construction européenne telle qu'elle va. Je pense que le modèle est en crise. L'Europe reste un modèle. Le modèle est en crise, mais le modèle n'est pas fini. Il faut quand même le dire. Quand on regarde l'ASEAN, l'ALENA, l'Union européenne, on regarde ici chez nous la CEDEAO, la CEMAC, je pense quand même que ça reste un modèle. Le modèle est en crise. Nous allons voir la capacité de l'Europe à se relever quand elle est en crise. Et souvent, quand on est en crise, où on sombre, où on se relève. Je pense que l'Europe a des capacités de se relever. Il y a 27 pays qui restent un parti. C'est plutôt l'Angleterre. Et d'autres frappent à la porte. Et d'autres frappent à la porte. C'est quand même un modèle qui reste un modèle... Peut-être que c'est l'occasion pour la Turquie de réussir son cours. Non, ça va être très difficile. Ça va être très difficile en raison de contraintes géoculturelles qu'on n'expose jamais de manière claire, mais qui jouent. Et que la conjoncture internationale avec la montée du djihadisme ne favorise certainement pas. Je pense que pour pouvoir remodeler l'Europe, il faudra régler une tension qui se manifeste de plus en plus depuis une dizaine d'années, qui est le conflit, disons, entre l'élément populaire, qui peut d'ailleurs, au niveau de l'émotion, conduire à des débordements de type démagogique, et puis l'élément élitaire, exprimé notamment dans l'élite de Bruxelles, avec son pouvoir directorial qui ne suit pas toujours les voies de la démocratie. On se prononce à coup de directives et ensuite on entre dans un conflit avec le processus politique des États. Et c'est précisément de ça que tous les souverainistes, quelle que soit leur orientation idéologique, qu'ils soient d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est sur ça qu'ils jouent. Si l'Europe n'arrive pas à rééquilibrer les exigences entre le besoin de mettre en place une rationalité gestionnaire qui part de Bruxelles et le besoin de respecter aussi les conditions démocratiques, ça va devenir de plus en plus difficile. Et on risque alors de rentrer dans une logique qui peut être dangereuse, c'est-à-dire pour contourner les obstacles qui seront posés par les peuples, on va en réalité instituer un super gouvernement qui va rejoindre dans les fantasmes de ceux qui dénoncent l'Europe. Il faut dire que l'Europe s'est construite, ça a été une des critiques, quand on regarde l'intégration des autres continents, on voit bien que l'Europe s'est construite par le haut. C'est-à-dire que l'Europe, pendant très longtemps, c'est les textes. D'ailleurs, on parle de l'Europe comme une puissance normative. Elle a fait beaucoup de textes, elle a régulé pas mal de choses, pas mal de textes, mais la rencontre entre le peuple et cette Europe qui se construit, elle s'est faite récemment. Le passeport européen est récent. Tous ces échanges culturels qu'il y a aujourd'hui entre dont les Européens ne se connaissent pas. C'est étonnant quand on va dans les pays européens, pendant que le Brexit se passait, moi j'étais en Grèce, j'étais en Roumanie, et dans ces pays-là, la France est loin, l'Allemagne est loin. Et tout à l'heure, le docteur Onanguini parlait de ce rejet de Bruxelles. Il y a le rejet de Bruxelles, il y a aussi le rejet de cette
ce couple franco-allemand qui domine l'Europe. L'Angleterre n'a jamais supporté cela. Et en entrant d'ailleurs, en faisant entrer l'Angleterre à l'époque, le Royaume-Uni, la France voulait encourager l'entrée de le Royaume-Uni parce qu'elle voulait qu'elle soit là pour contrebalancer la puissance allemande. Et arrivé là, ils ont continué à faire le couple franco-allemand en oubliant l'Angleterre. L'Angleterre qui est fière, qui a une histoire quand même assez grande, ils ont une reine et tout le reste. Vous voyez bien. Donc je veux dire qu'on peut considérer que l'intégration par le bas est récente, elle est encore très récente en Europe. Et on voit bien aujourd'hui que les peuples ne sont pas alignés. Il y a un rejet de Bruxelles. Ils ont l'impression qu'il y a des technocrates à Bruxelles qui dictent tout, voilà, et qui ne sont pas liés aux questions... C'est justement cette dimension techniciste aussi qui est le problème, plutôt que la dimension sociale. Voilà. La dimension sociale et politique. Il faut rééquilibrer tout cela pour donner une nouvelle force au système. De manière précise, quels sont les angles, si on peut parler de refondation, quels sont les angles de la refondation de l'Union européenne afin que les peuples s'approprient cette dynamique sociopolitique, c'est-à-dire l'Union européenne des peuples et non des États, des gouvernements? Elle peut rester celle des États, mais il faut que les États ne soient pas loin de leur peuple. Hubert Védrine disait dans une interview récente dans un journal français qu'il fallait peut-être que l'Europe, qu'il y ait une remise à plat de l'Europe des pères fondateurs. Je crois que le monde n'est plus adapté à cette vision-là. Et puis il faut peut-être que... parce que pendant toutes ces batailles, on n'entend pas les pays récents qui sont entrés dans l'Union européenne. Quand on était... Et puis il y a une question fondamentale dont on n'a pas beaucoup parlé ici, c'est la question de l'élargissement. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu un débat entre... On reste à très peu de pays, on construit l'Europe ainsi ou on l'élargit. Élargissement, approfondissement. On a choisi l'élargissement. On est parti de 6 à 9, à 10, à 12, à 15. Donc, on est aujourd'hui à 28, moins 1. 27. Moins 1 bientôt. 28 moins 1. À 28, gouverner les gens à 28, c'est compliqué. C'est à partir de ce moment-là que ça se complique. Donc, je crois qu'il y a une question fondamentale. Est-ce qu'il faut arrêter l'élargissement de l'Europe? Donc, arrêter de faire entrer de nouveaux pays. Maintenant, approfondir un peu ceux qui sont là. Voilà une des questions, voilà un des angles de refondation. L'autre angle, c'est qu'il faut que les États se rapprochent, en fait, l'Europe se rapproche des peuples. Puisque les peuples ont montré, on assiste presque à la revanche des peuples européens aujourd'hui. Ils ont l'impression que l'Europe n'apporte pas la protection dont on leur a beaucoup parlé. Ils ne sont pas protégés contre l'immigration, voilà. Contre l'immigration, contre la mondialisation. Il y a beaucoup d'inégalités sociales. Ce jour, Mme May disait qu'elle a fait un discours un peu démagogique. Elle disait qu'elle va... Un conservateur d'un type nouveau. Voilà, c'est-à-dire que... quasiment socialiste. Voilà, socialiste, elle était carrément socialiste. Elle va toucher les questions sociales, les inégalités. Parce qu'elle se rend compte que la question est là. L'Europe a beaucoup de chômeurs aujourd'hui. Elle a du mal à comprendre qu'elle a des peuples vieillissants et que les immigrés rentrent en masse. Et avec tout le terrorisme, là, en fait, l'Europe a peur. Un peu comme on le dit, l'Occident a peur de toute cette horde de barbares, entre guillemets, qui arrivent de je ne sais où et qui pourraient demain dominer l'Europe. Avec les partis souverainistes qu'il y a dans tous ces pays-là, pour ne pas dire xénophobes, tout ça fait que l'Europe a peur aujourd'hui. Est-ce que certains États européens de l'Union européenne pourraient suivre les traces, les pas de la Grande-Bretagne? Beaucoup sont tentés. On parle de l'Italie, on parle de Danemark, on parle des Pays-Bas, qui commencent à en parler. Il y a beaucoup de pays qui sont tentés par cette aventure-là. En fait, au moins, ils en parlent. Ils en parlent ouvertement. Et je ne pense pas que l'Europe va trouver, puisque j'ai vu que le président français a dit qu'il va faire une tournée de tous les pays européens pour aller expliquer ce que c'est que... En fait, l'Europe va trouver des ressources pour... quand même, il y a un seul pays qui part. Il faut quand même se rappeler cela. Il reste 27 pays. Et la porte est ouverte des pays qui veulent toujours venir parce que le modèle européen protège quand même. Il protège. Il y a pas mal d'avantages à être dans l'Europe. Il y a beaucoup d'inconvénients pour des pays fiers. L'Espagne a été sauvée par l'Europe. Voilà, la Grèce aussi, malgré tout ce qu'on a vu. Donc je pense quand même que ce n'est qu'un pays qui s'en va, mais c'est un grand pays qui s'en va. Et un grand pays qui ne s'est jamais vraiment senti à l'aise dans cette intégration-là. Il faut dire que l'intégration, au départ, tant que c'était le charbon et l'acier, tant que c'était la politique agricole commune, c'était bien. Maintenant qu'on vient aux vraies questions politiques, de politique étrangère, de sécurité et tout le reste, on se rend bien compte que tout le monde est un peu réticent. Chacun veut garder ses intérêts nationaux, n'a pas besoin d'entrer dans un grand moule où on lui dicterait des choses de l'extérieur. Et les partis xénophobes et nationalistes sont là pour rappeler ça tous les jours et ça grimpe dans le pays européen. Maître Sim, docteur
Mathias Eric Onagini, cette peur bleue face à la vague de migrants, ce n'est pas le retour de l'histoire? Oui, bien sûr que c'est une forme de boomerang de l'histoire. C'est une forme d'ironie de l'histoire. Et la peur se justifie. La peur se justifie parce qu'en Europe, on a déjà assisté à des restructurations qui sont liées à des dynamiques migratoires. C'est ça, justement, l'aventure de ce qu'on appelait les barbares au moment de l'Empire romain. Et donc, en se fondant même de manière fantasmatique sur ces références, face justement à des gens qui viennent de communautés de civilisations différentes, on a peur. Et cette peur, elle peut se comprendre. Elle est l'effet mécanique du vieillissement. Tout à fait. Du vieillissement non seulement démographique, mais historique. Hein. Vous vous rappelez de la polémique de Donald Rumsfeld sur la vieille Europe. La vieille Europe n'est pas qu'un mot. Oui, moi je voulais sortir peut-être, je dirais un truc très simple que le docteur Wagnou disait tout à l'heure, peut-être qu'il n'est pas allé au bout. Qu'est-ce que nous on fait, nous les Africains, en regardant ce qui s'est passé en Europe? Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, nous avons, nous en Afrique, une certaine Union africaine. D'ailleurs, je me demande toujours comment on fait. Parce que le modèle européen, il y avait des critères de convergence qui permettaient d'être acceptés dans l'Union européenne. Nous, en Afrique, on a décidé un matin qu'on fait l'Union africaine. Aucun critère de convergence, tout le monde est dans l'Union africaine. Et cette Union africaine, ce n'est pas celle des peuples, malheureusement, c'est un syndicat des chefs d'État. Qu'est-ce qu'on fait demain? On n'a pas un parlement africain. Ah, il y en a un parlement africain. Mais le Cameroun a désigné des gens. Sur quelle base? On a désigné des parlementaires camerounais pour y aller, je n'en sais rien. Et on peut penser à un modèle plus efficace pour que les Africains se sentent plus liés. Par exemple, en mettant des élections parlementaires africaines où les Camerounais votent des députés qui vont à cette assemblée africaine. Parce que nous, on a fait effectivement le contraire. Je pense qu'il y a des leçons que l'Afrique peut tirer de ce qui s'est passé en Europe avec le Brexit, mais également de comment l'Europe se construit. Est-ce que nous restons des micronations, chacun étant dans son coin, ou est-ce que nous faisons vraiment un minimum de politique commune? L'Union africaine a quoi comme politique commune aujourd'hui? Pas grand-chose. Il y a des chartes qu'on a prises. Chaque État, à sa vitesse, se met en conformité avec les chartes, mais on ne sent pas qu'il y ait une vraie Union africaine. Je pense que nous devons là trouver un moyen de regarder ce qu'on fait de bien ailleurs et de laisser ce qui est fait de mauvais pour tirer les bénéfices des meilleurs pour notre continent. Et voici venu le temps des conclusions. Votre conclusion ou alors vos conclusions sur les deux thèmes, à savoir le code pénal et le Brexit. Bien, écoutez, sur le code pénal, je dis ceci, il faudrait que je supplie, si je peux dire comme ça, le président de la République d'écouter enfin l'autre peuple. C'est le chef de l'État, c'est un père de famille. Il n'a pas que des enfants d'une seule mère, ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Et il y a d'autres enfants qui demandent autre chose. Je pense qu'il faut qu'il écoute. Sur le Brexit, je pense qu'on a tout dit. L'Europe va trouver des moyens de se battre mieux. Et là, je prends une image un peu sportive. On a vu une équipe l'autre jour perdre son meilleur joueur et devenir plus forte au point de gagner la Coupe d'Europe. Donc, parfois, un maillon fort peut partir, mais donner l'occasion à ceux qui restent de se sauver et d'être plus forts. Docteur Mathias Sur le code pénal, un consensus me semble approprié parce qu'il faut donner une vraie force à nos codes. Le droit est très important pour structurer la société, d'autant plus que nous voulons être, comme nous disons, émergents. Nous avons besoin d'un droit consensuel, prévisible et accepté par tous. Sur l'Union européenne, je partage tout à fait ce que Maître Sim a pu dire. Bon, je n'ajouterai pas autre chose. La conclusion? Oui, disons qu'on est tous d'accord. Hein, ce qui est plus important, vu d'Afrique, c'est que nous devons tirer les leçons de ce qu'ont les autres. Je veux dire que voilà un modèle de construction européenne qui s'est fait. Il a bien parlé de l'Union africaine. L'Union africaine, nous on dit quand on enseigne ces questions-là, qu'on a copié les textes, mais pas la méthode. C'est-à-dire que bon, l'Union européenne, l'Union africaine, bon, ça ressemble un peu à l'Union européenne. En apparence. Oui, en apparence, mais la méthode n'est pas la même. On a pris les mêmes pays de l'OUA, on les a reversés dans l'Union africaine. Et il n'y a qu'à voir, moi, il y a une image forte qui m'a beaucoup marqué, c'était les cinquantenaires de l'OUA, l'Union africaine. Après le discours des présidents européens, donc président Hollande et tous nos chefs d'État sont partis. Il est resté peut-être 5 ou 6 chefs d'État à la clôture
Donc ça veut dire que même pour célébrer les 50 ans de ce qui est pour nous notre projet, nous sommes dans un monde qui va vers la globalisation, qui est dans la globalisation et qui se construit en grands ensembles. L'intégration reste quelque chose de fondamental. Donc l'Europe est en crise, mais l'Europe n'est pas finie. Elle va se redimensionner, se reconstruire. Nous devons regarder toutes ces étapes-là et voir comment nous-mêmes nous pouvons nous inscrire dans ce sens de l'histoire qui permet que nous nous construisions en grands ensembles et que nous arrêtons d'être des micro-États qui ne pèsent rien sur la scène internationale. Voilà. Mesdames et messieurs, le débat était bel et bien par ici. Nous le refermons en vous donnant rendez-vous le mois prochain. Ce sera un autre débat. Merci aux panélistes pour leurs éclairages. Merci d'avoir suivi et à bientôt sur cette antenne. Restez sur la CRTV.